Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de la FENVAC, le podcast Éclat de vie. Aujourd'hui, on est à Vincennes, au Fonds de garantie, le FGTI, en compagnie de Julien Rensky, qui est le directeur général du Fonds de garantie. Bonjour Monsieur Rensky. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui vous êtes ? Alors, je dirige le Fonds de garantie, le FGTI, qui est un fonds qui a été créé il y a une quarantaine d'années maintenant, pour prendre en charge les victimes d'attentats, mais aussi les victimes de l'ensemble de la criminalité de droit commun. Donc c'est un fonds qui a été créé par l'État, qui est placé sous la tutelle de l'État et qui, dans son conseil d'administration, comporte un certain nombre de victimes ou de représentants de victimes, notamment la FENVAC. Et alors, en tant que directeur général, quelles sont vos fonctions au sein du Fonds de garantie ? Alors, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que le Fonds de garantie ait l'ensemble des moyens dont il a besoin pour mettre en œuvre sa mission au service des victimes. Cette mission, c'est ce qu'on appelle l'indemnisation, selon le droit français, qui définit ce qu'est l'indemnisation. Et nous nous efforçons, en plus de l'indemnisation, d'accompagner les victimes, puisqu'on voit bien que dans la vraie vie, l'indemnisation, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Et que les victimes d'attentats qui sont confrontées à des souffrances indicibles, à des difficultés multiples, ont besoin d'être accompagnées au quotidien. Comment s'organise finalement cet accompagnement des victimes ? Alors peut-être qu'il faut revenir à, d'abord la base, c'est cette indemnisation. En droit français, il y a un principe qui est la réparation intégrale des préjudices. C'est des mots qui sont abstraits, qui ne désignent pas des réalités concrètes. Comment parler de réparation face à l'ampleur des traumatismes. Mais néanmoins, c'est le droit français et on est là pour l'accompagner, pour le mettre en œuvre le mieux possible. Après, on voit que les victimes ont besoin de relations, de dialogue avec nos équipes et qu'elles peuvent avoir aussi besoin parfois de réponses concrètes à leurs difficultés concrètes. Et ça, c'est ce qu'on déploie maintenant depuis quelques années, ce qu'on a appelé les solutions concrètes, c'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez, du fait de l'attentat, perdu votre emploi et vous ne pouvez pas retrouver le même emploi. Nous allons vous indemniser à ce titre, comme le prévoit le droit, mais peut-être que vous souhaitez également explorer un nouvel avenir professionnel pour vous et être aidé pour le faire. Alors, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, mais nous avons constaté que parfois les victimes ne savent pas très bien à qui s'adresser, et c'est pour ça qu'on a mis en place un accompagnement au retour à l'emploi. On fait intervenir des coachs indépendants qu'on a recrutés par appel d'offres, qui vont accompagner la victime pour essayer d'imaginer un nouveau projet professionnel. Je sais que France Travail a proposé, il fut un temps, c'est peut-être encore le cas, un dispositif justement pour les victimes et pour cette réinsertion au travail. Est-ce que vous travaillez avec des structures comme France Travail ou je pensais aussi peut-être au CN2R ? Oui, il y a beaucoup d'acteurs et des acteurs extrêmement précieux et le Fonds de garantie n'a pas du tout vocation à remplacer quiconque. Cela dit, on avait fait le constat à l'époque avec un groupe de travail auquel participait d'ailleurs la FENVAC et qui était co-animé par Françoise Rudetsky, figure bien connue et qui est à l'origine d'ailleurs de la création du Fonds de garantie. On avait constaté qu'il existe toute une série de réponses, vous en avez cité quelques-unes, mais qui souvent sont mal connues des victimes. Or, nous, il se trouve que la procédure d'indemnisation fait que on va être en contact assez proche des victimes. Parfois par l'intermédiaire des associations, ou en relation directe, ou avec leurs avocats lorsqu'elles en ont un. Mais donc on a une relation assez proche qui peut permettre à la fois d'identifier un besoin, en l'occurrence d'appui au retour à l'emploi, et de constater parfois que en fait, les victimes ne savent pas à qui s'adresser.
parce que les victimes, elles sont sur l'ensemble du territoire, évidemment, et il n'y a pas toujours ces réponses sur l'ensemble du territoire. Donc notre rôle, je dirais de manière subsidiaire, s'il n'y a pas d'autres réponses disponibles, c'est de pouvoir proposer ce service. Comment s'organisent les propositions de services qui sont amenées aux victimes ? Est-ce que lorsqu'elles prennent contact avec le fonds de garantie, elles vont rencontrer quelqu'un qui va lui parler des différents organismes ou en tout cas dispositifs qui sont mis à disposition ? Ou est-ce que c'est en fonction du cas de la victime et de son parcours qu'on va l'orienter plus ou moins vers un dispositif ou un autre ? Alors c'est évidemment une question clé. Le premier enjeu, c'est l'entrée en relation avec la victime. Déjà, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'être le plus proactif possible. C'est-à-dire, on n'attend pas derrière nos bureaux que la victime se manifeste. Lorsqu'un attentat survient, on se rend sur place dans les 48 heures ou 72 heures. On essaie d'avoir cette démarche un peu proactive, d'aller à la rencontre sur le terrain, et souvent en lien avec les associations, et grâce aux associations aussi, qui nous font remonter des situations. Et ça, pour moi, c'est une des fiertés dans ce que le Fonds de garantie a réussi à faire depuis quelques années maintenant, c'est la mise en place de cette politique de présence sur le terrain au contact des victimes. Et ça permet d'identifier les besoins, de nouer le dialogue. Après, il y a un point important, c'est que les aides que j'évoquais tout à l'heure, par le site Services en nature, nous ne pouvons les mettre en œuvre que dans le cadre de notre mission qui est définie par l'indemnisation des préjudices. C'est-à-dire que si une victime a des difficultés professionnelles, pour rester sur cet exemple, mais qu'elles ne sont pas liées à l'attentat, et donc elles ne pourraient pas être indemnisées à ce titre, là, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir nous-mêmes la prendre en charge. On va essayer de l'orienter si on peut, mais on ne va pas pouvoir le faire. Donc on parle bien des victimes d'attentats et pour les préjudices qui sont liés à l'attentat, préjudice professionnel, préjudice scolaire, difficultés par exemple de mobilité, difficultés d'accès au logement adapté pour des victimes grièvement blessées. Voilà, c'est là qu'on pourra intervenir. Quand on est une victime, comment est-ce qu'on saisit le fonds de garantie, s'il n'est pas venu à nous, par exemple ? Alors, le plus souvent, le fonds de garantie va entrer directement en contact avec la victime, comme je disais tout à l'heure, sur place ou par l'intermédiaire d'associations, et ça va se faire assez vite. Simplement, ce qu'on observe, parce qu'on a maintenant un certain recul, notamment par rapport aux attentats de 2015 et 2016, c'est qu'il y a des personnes qui vont nous saisir 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Il faut rappeler que la loi donne aux victimes 10 ans pour saisir le fonds de garantie. Donc, l'idée est de ne pas mettre la pression et de s'adapter au temps des victimes. On a notamment constaté que pour ce qu'on appelle les victimes de blessures invisibles, un certain nombre d'entre elles ne se sont pas considérées elles-mêmes comme victimes dans les suites immédiates des attentats. Mais simplement, avec le temps, elles ont constaté des souffrances qui ont pu être réactivées, par exemple, par les procès d'assises, et c'est à ce moment-là qu'elles vont nous saisir. Donc, pour schématiser, je dirais qu'il y a 2 types de situations. Il y a les suites immédiates, où là, on va être présent sur le terrain, et puis il y a la longue durée, où des personnes qui vont en fait se découvrir comme victimes, ou s'admettre comme victimes, vont nous saisir. Alors justement, en parlant de victimes avec des blessures psychiques, des blessures invisibles, comment le fonds de garantie arrive à jauger l'impact qu'a eu du coup l'événement sur leur vie ? Alors c'est une question qui est très difficile. Aujourd'hui, la réponse apportée par la loi française, que évidemment on doit appliquer, c'est de faire intervenir un expert médical, qui est un expert judiciaire, c'est-à-dire que c'est concrètement un médecin qui a une expertise dans l'évaluation des dommages, alors soit somatiques, soit psychiques, en l'occurrence psychiques, qui a été inscrit par les cours d'appel sur des listes, et c'est à ces experts-là que le fonds de garantie doit faire recours. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une expertise, où l'expert va recevoir la victime, va l'écouter, va lui poser des questions pour tenter d'évaluer l'intensité de ces traumatismes psychiques, leur lien avec l'attentat. Et ensuite, il va établir un rapport qui est ce qu'on appelle un rapport contradictoire, c'est-à-dire que
la victime, ou plus exactement le médecin conseil de la victime, pourra faire part de son propre point de vue, et c'est ce rapport contradictoire qui est transmis au fonds de garantie. Au bout de combien de temps on peut espérer avoir une indemnité en tant que victime ? Alors c'est très difficile de vous répondre parce qu'en réalité, chaque situation est très spécifique. Nous essayons, nous, d'être le plus réactif possible. Mais il faut revenir peut-être au cœur même de la philosophie de l'approche française de l'indemnisation, c'est que ça n'est pas une approche forfaitaire, ce qui existe dans d'autres pays. Et là, c'est beaucoup plus simple, c'est la même somme pour tout le monde, et ça va très très vite. En France, l'indemnisation, elle doit tenir compte de la situation spécifique de chaque personne, c'est-à-dire du retentissement sur chaque personne de l'attentat. Retentissement somatique, psy, sur sa situation économique. Et les retentissements sur sa santé, en particulier, qui sont évidemment l'essentiel, enfin le plus important, ils ne pourront être évalués que lorsque l'état de santé de la victime sera stabilisé. Alors les médecins, dans leur jargon, disent consolidé. Donc ça peut impliquer un certain temps. Et c'est pour ça que dans notre système français, nous nous efforçons d'intervenir très vite en versant ce qu'on appelle des provisions. Les provisions, c'est en quelque sorte des avances sur l'indemnisation définitive à venir. Parce que celle-ci, l'indemnisation définitive, elle devra attendre qu'un médecin indépendant constate cette fameuse consolidation. Donc voilà, c'est pour ça que le temps peut être très variable, mais pour nous, la priorité, c'est que une victime ne soit pas ne soit pas pénalisée, ne se retrouve pas dans une situation où elle a besoin d'un soutien financier et elle ne l'a pas. C'est pour ça qu'on va verser très vite ces provisions. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs, selon les besoins de la victime. Du coup, on fait beaucoup de cas par cas, ça veut dire ? Oui. Qui apporte certainement une forme de justice bien plus importante, en tout cas bien plus intéressante par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, où c'est au forfait. Mais du coup, il y a aussi une forme de subjectivité, j'imagine, qui ressort de tout ça. Comment le fonds de garantie et comment les experts du fonds de garantie font pour s'assurer qu'il y a une forme de justice et de justesse d'un cas à l'autre, d'une victime à l'autre ? Alors, c'est encore une fois au cœur de la philosophie de l'indemnisation en droit français, c'est cette indemnisation individualisée. Encore une fois, chaque victime est différente et le retentissement sur elle du même événement est différent. Parce qu'elle n'a pas le même âge, parce qu'elle n'a pas le même état de santé, parce qu'elle n'a... etc. Donc, cette approche, elle conduit à chercher à individualiser précisément l'ensemble des préjudices et donc l'indemnisation. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. La loi a prévu que la manière de le déterminer, c'est l'expertise conduite par un expert judiciaire et sous le contrôle de la justice, en l'occurrence la juridiction des victimes d'attentats, la JIVAT. Et il ne peut pas y avoir de meilleur système. Il a comme inconvénient, je pense, d'être un système qui est assez lourd et qui peut être perçu comme complexe pour les victimes. À l'opposé, encore une fois, des approches plus forfaitaires peuvent être perçues comme moins justes, mais pour le coup, elles sont plus simples à mettre en œuvre. Et pour vous répondre encore davantage, nous avons, nous, ce qu'on appelle un référentiel d'indemnisation, c'est-à-dire la liste selon les types de préjudices et de l'intensité des séquelles, ou de la gravité des séquelles d'une victime telle qu'évaluée par l'expert médical. Nous avons des montants associés, c'est un référentiel qui a été déterminé par le conseil d'administration, où siègent des victimes et des représentants de victimes. Et moi, j'ai souhaité que ce référentiel il soit public. Donc toute personne qui veut le consulter peut se rendre sur notre site internet et y trouvera ce référentiel. Je précise juste qu'il s'agit de montants planchers et pas de montants forfaitaires qui ne seraient intangibles, puisqu'il faut bien sûr s'adapter à la situation particulière de chaque victime. C'est la fameuse nomenclature d'un TIAC, c'est ça dont vous parlez ou pas ? Alors, pas tout à fait, parce que la nomenclature d'un TIAC, du nom d'un haut magistrat, c'est la définition de la liste de l'ensemble de ce qu'on appelle les chefs de préjudice indemnisables.
il y a une trentaine de préjudices. Le préjudice professionnel, le préjudice d'agrément, le préjudice scolaire, etc., etc. Là, ce dont je parle, c'est les montants associés à chacun de ces préjudices dans la prise en charge par le fonds. Est-ce que le travail du fonds de garantie auprès des mineurs s'articule de la même manière que pour les adultes, ou est-ce qu'il y a des spécificités ? C'est une question très importante et nous, on essaye de nous adapter le plus possible à la diversité des victimes et la diversité de leur situation. Donc évidemment, les victimes mineures, c'est un sujet de très très grande attention. Le plus souvent, on ne va pas être, nous, en relation directe avec la victime mineure, qui va être représentée soit par ses parents, soit par un conseil, etc. Mais on a toute une réflexion, et je pense qu'on a encore à faire, pour être honnête, pour imaginer des modes de communication et de pédagogie sur c'est quoi l'indemnisation, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, mais plus dirigé vers les mineurs. Ça, c'est un premier sujet. Et un deuxième sujet, je pense, où on a encore du travail à faire, c'est sur l'expertise médicale des mineurs. Parce que lorsque une victime mineure donc va être indemnisée par le fonds, elle va faire aussi l'objet d'une expertise. Et on a déjà défini il y a quelques années, grâce notamment à Françoise Rudetsky, une charte de l'expertise médicale à destination des victimes. Là, on est en train de réfléchir à la définition d'une charte, on l'appellera peut-être autrement, mais à destination des enfants. On sait qu'un attentat va avoir des répercussions énormes sur les victimes directes, évidemment, sur les proches des victimes directes, notamment dans les familles qui sont endeuillées, mais aussi sur les proches de proches de proches. Ça peut aller très loin. Jusqu'où le fonds de garantie prend en charge, jusqu'à qui il indemnise et comment est-ce qu'il indemnise dans ce cas-là ? C'est vrai qu'une des grandes questions, c'est de savoir où vous placez la frontière, pour employer un terme un peu brutal, entre le statut de victime et toutes les autres personnes qui ont été témoins, qui ont été choqués, qui ont parfois été bouleversés par l'attentat. Et le but des terroristes, c'est de terroriser le plus grand nombre de gens. Donc, néanmoins, nous, il faut qu'on sache où on met la frontière. Aujourd'hui, cette frontière, elle est définie par le juge, par notamment la Cour de cassation. Et c'est très important parce que la loi nous dit d'indemniser la victime d'attentat au sens strict. Les autres personnes qui ont pu être impactées, elles méritent évidemment notre considération, elles méritent évidemment d'être aidées, d'être soutenues, mais ça ne relève pas du fonds de garantie et de la solidarité nationale. Alors, s'agissant des victimes que nous prenons en charge, vous l'avez dit, il y a les proches des victimes décédées et il y a les victimes blessées physiquement et puis les blessés psychiques ou les victimes de blessures invisibles dont on parlait tout à l'heure. Et donc, évidemment, ces situations sont extraordinairement différentes et il faut nous adapter et c'est ce que fait l'équipe en interne. On a une équipe constituée de gens absolument formidables qui sont venus parce que la solidarité nationale, ça leur parle, qui viennent parfois d'associations de victimes, parfois c'est des anciens avocats ou des gens qui viennent des études, parfois qui viennent de compagnies d'assurance et qui sont venus à la recherche, je dirais, d'un supplément d'âme au fonds de garantie. Et donc qui sont là pour s'adapter à la situation particulière des victimes. Sachant, et je pense qu'il y avait un peu ça derrière votre question, que pour moi, ce qui était évidemment le plus difficile et le plus sensible, c'est l'indemnisation des proches de victimes décédées. Parce que, évidemment, l'indemnisation ne sera jamais à la hauteur de la souffrance liée à la perte d'un être cher. Évidemment, l'indemnisation, ça n'est pas le prix du proche décédé, même si c'est parfois compris comme ça. Voilà, la mise en œuvre de l'indemnisation, là, est particulièrement difficile. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'en parler avec les victimes, avec les associations. Et on a mis en place, il y a quelques temps maintenant, mais ça se poursuit, des réunions régulières avec toutes les associations de victimes, la FENVAC et les autres, pour justement voir comment faire en sorte que l'indemnisation soit mieux comprise par les différentes catégories de victimes, par exemple les proches de victimes décédées.
Tout à l'heure, vous avez parlé de coachs qui pouvaient accompagner les victimes pour le retour à l'emploi, ce genre de choses. Il y a plein d'acteurs qui jouent un rôle auprès des victimes d'attentats et avec qui vous travaillez. Est-ce que dans tous ces acteurs, il y a des psychologues et ou des juristes qui sont aussi à disposition pour les victimes ? Oui, alors j'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'on a appelé les services en nature. Donc, on a progressivement enrichi cette offre de services. Et la dernière évolution, c'est précisément la mise à disposition d'un soutien psy. On a un peu hésité en se disant, voilà, il y a toute une série d'acteurs qui sont là pour le faire. Donc, est-ce qu'il faut qu'on le fasse ? Simplement, on a été confronté à la détresse d'un certain nombre de victimes, souvent n'habitant pas dans les grandes villes, disant, moi, je ne sais pas à qui m'adresser. Et il n'y a personne à côté de moi. Donc, comment je fais ? Et donc, on a décidé de faire appel à un organisme qui travaille déjà en lien avec le ministère de la Justice et avec lequel on va mettre en relation la victime si elle le souhaite et qui va proposer un accompagnement psy, alors court, mais rapide et partout sur le territoire. Est-ce qu'il y a eu récemment des évolutions au sein du fonds de garantie ou est-ce qu'il y a des évolutions à venir dont on pourrait parler dans ce podcast ? Alors les deux. Les évolutions de ces dernières années, elles font suite aux attentats majeurs qu'a connu notre pays, qui ont représenté, je pense, pour tous les acteurs en fait publics et tous les acteurs de l'aide aux victimes, peut-être les associations aussi, un choc terrible, y compris un choc opérationnel. Comment s'adapter à cette situation aussi tragique. Donc, pour nous, ça a signifié une augmentation de nos moyens, voilà, une équipe plus étoffée, mais au-delà de ça, surtout une réflexion sur la nature du service qu'on rend. Et cette réflexion, on l'a menée avec les associations de victimes, en prenant le temps, et ça continue, pour réfléchir à la manière d'expliquer cette indemnisation. Vous parliez tout à l'heure de la nomenclature d'un TIAC, c'est quand même assez compliqué. Deuxièmement, comment nouer la relation, comment créer de la confiance. La nature du service à rendre, on en parlait tout à l'heure, justement, ces services en nature, c'est quelque chose de plus tangible. Là, je comprends mieux ce que ça veut dire. Et toute une série d'autres réflexions inspirées par cette volonté d'un accompagnement plus incarné, plus simple. On est en France, on aime les règles extrêmement complexes et les dispositifs qui s'empilent les uns sur les autres. Mais nous, on rencontre des victimes qui sont parfois complètement désemparées, très seules, qui ont été très accompagnées au début, mais quelques années après, il n'y a plus personne ou plus grand monde. Et voilà, et là je pense qu'on a, ça c'est pas fini, c'est encore beaucoup de travail devant nous, à inventer un fonds de garantie qui accompagne encore plus concrètement et de manière plus tangible les victimes. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.